va passer au panel suivant qui sera consacré aux institutions auxquelles les personnes exilées LGBTI peuvent être confrontées durant leur parcours. Et je vais appeler auprès de moi Manuela Salcedo-Robledo, qui est chercheuse associée au CEJ, et Édouard Béra, qui est avocat au barreau de Paris et qui conseille depuis de nombreuses années les demandeurs et demandeuses d'asile devant la CNDA. On va commencer, si vous le voulez bien, par Manuela, qui va nous parler des couples binationaux au rayon X de l'administration, politique migratoire et soupçons, sur une période de temps qui s'étale de 2003 à 2012. Bonjour à toutes et à tous, et merci Aude, merci Florent de cette invitation. C'est une très belle idée de convoquer les chercheurs et chercheuses qui ont travaillé sur l'ARDIS, et je profite ici pour redire merci, et puisque ce n'est pas toujours évident d'accueillir dans une association très sollicitée et des personnes qui viennent demander un savoir, un type de savoir, et en demande de terrain aussi. Donc c'est une demande qui, de prime abord, peut être perçue comme égoïste de notre part de chercheuses, car en tant que chercheurs, nous avons besoin des personnes pour produire un récit, une histoire qui fasse sens et qui raconte quelque chose qui, pour ma part, pouvait se résumer au comment ça se passe chez les couples binationaux. Et ce n'est pas non plus évident, et ce n'était pas pour moi en tout cas, d'essayer de négocier les entrées dans le terrain, d'écrire des mails, d'être relou parfois, de s'immiscer, de vouloir comprendre et de solliciter des personnes pour qui parfois ce n'était pas simple et ce n'était pas justement le moment de déranger. Donc l'ARDIS est pour moi, et ça a été donc, un endroit où j'ai eu envie de passer du temps, cet intérêt premier d'aller rencontrer des gens. Ça transformait aussi en envie de partager, de partager des moments, de s'engager et d'aller au-delà du simple de travail de chercheuse. Donc pour ma part, cette entrée dans le terrain s'est faite en 2011, donc il y a déjà longtemps, je ne suis pas toute jeune. Je venais de finir une recherche sur la situation de couples de sexes différents et binationaux, et je voulais, pour aller vite, pour le dire vite, et voir du côté des couples de même sexe. Et je voulais savoir leur spécificité par rapport aux problèmes de papier. Ce n'était pas encore le mariage pour tous. On était temporellement et tout près, mais politiquement assez loin. Donc il y avait justement la spécificité du Pacs. Autrement dit, mon terrain. Et d'avant, on me disait que les couples hétérosexuels binationaux pouvaient se marier et que ceux de même sexe avaient la possibilité de se paxer et comme ça avoir des papiers. Mais ce n'était pas que cela. Et avant de commencer mon terrain à l'ARDIS, je ne m'attendais pas à ce que ce soit au sein de l'ARDIS, et plus spécifiquement au sein du collectif du soutien aux homos sans papier, ancien nombre de l'ARDIS, qui allait se passer un truc très important pour les couples binationaux en galère de papier. Et cela a été la lutte pour la régularisation des conjoints et conjointes étrangers d'un couple binational dans les années 90, à la fin des années 90. Les revendications pour les droits des couples binationaux de même sexe à vivre ensemble en France naissaient, comme l'indique le nom du collectif, d'un rapprochement entre la question des sans-papiers et la question homosexuelle. Ce choix provient sans doute du fait que les luttes des sans-papiers sont cadrées en termes de travail et non pas de vie privée. L'objectif était plutôt de soutenir les partenaires étrangers du couple binational qui ne sont pas en premier lieu pensés comme des sans-papiers. C'est sans doute la raison de la possibilité qu'on ces couples de se paxer et de la dépendance juridique de l'étranger quant à son conjoint, que la catégorisation en termes de sans-papiers laisse place à celle de termes de partenaires de Français en situation irrégulière. Donc c'est grâce à une grande mobilisation de ces couples de même sexe, mais aussi grâce après à d'autres types de luttes dans d'autres contextes politiques, que maintenant, avec plus ou moins de difficultés, et d'autres sans complications, les partenaires de Français en situation irrégulière ont la possibilité de rester ou de venir en France. À la différence de plusieurs interventions ici, mon intervention ne va pas être sur les demandeurs d'asile et combat qui est venu après celui des couples et qui est devenu plus important au sein de l'ARDIS, comme vous l'avez compris. Mais il me semble que c'est important de dire
que c'était d'abord une lutte pour le droit des conjoints, des amants, des partenaires, des Français, qui a donné naissance à ce qui est devenu l'ARDIS. Donc on pourrait dire de prime abord que pour le conjoint-conjointe, c'est plus facile d'avoir des papiers, car ce sont des personnes qui ne sont pas isolées. Dans la plupart du temps, ont une autre personne avec qui elles vivent, qui connaissent les magouilles de l'administration, qui les aident. En effet, ce n'est pas la même situation que pour les demandeurs d'asile, mais en même temps, nous le savons tous et toutes, que les situations sont complexes et peuvent s'entremêler. Toute personne en situation irrégulière en France passe par une sorte de rayon X de l'administration des étrangers. Leurs situations sont scannées. Eh bien, je vous propose de vous raconter comment ça se passe, ou comment ça s'est passé, pour les conjoints et conjointes des Français entre 2003 et 2012, en France. Et pour cela, j'ai envie de vous proposer de vous imaginer comme si on écoutait une séance de méditation, qu'à ce moment, quand je fais cette recherche, nous sommes sous le gouvernement Sarkozy. J'espère pour vous que vous ne vous souvenez pas. Mais pour ceux qui ont la mémoire courte, qui sont plus jeunes que moi, qui n'habitaient pas en France et entre 2003 et 2012, Nicolas Sarkozy gère, décide, fait appliquer pendant plus de 10 ans la politique d'immigration en France. D'abord comme ministre de l'Intérieur et après comme président de la République. Pendant ces 5 lois et sur le séjour et l'entrée des personnes migrantes sont votées. Une en 2003, deux en 2006, une en 2007, une en 2011 et plus de 3 circulaires. À cela s'ajoutent des interventions de les médias, quasi quotidiennes, des personnes politiques qui, pour plusieurs raisons, étaient obsédées sur le sort des personnes migrantes en France. Et aujourd'hui, avec recul, on pourrait dire que cela est pareil. Cette obsession persiste et cela est sans surprise. Une fois que la machine et un dispositif est en marche, il n'y a pas de raison de revenir dessus. C'est par exemple le cas de la présidence gouvernement de gauche qui ne change à rien ou presque à rien des 10 ans de politique xénophobe. Et l'on pourrait dire qu'avec aussi, c'était le cas de Pasqua, de Giscard d'Estaing, de Charles Moncaut après la guerre. Et ce n'est pas moi qui le dis, ces 10 ans de politique sarkozyste de l'immigration ont donné force à un dispositif qui ne se fait que structurer de plus en plus et qui devient de plus en plus strict, performant et xénophobe. Donc pour revenir à l'exercice que je vous proposais tout à l'heure, de vous imaginer il y a 20 ans et plus ou moins, imaginez-vous que dans les médias, tous les jours, il passait des ministres, que même s'ils étaient des ministres de transport ou de la pêche, avaient toujours un mot à dire sur l'immigration en France. Quotidiennement, on avait un Darmanin qui annonçait une nouvelle loi d'immigration encore plus stricte que celle d'avant. Et l'une des caractéristiques de ces lois, c'était une obsession accrue sur les couples binationaux. Les chiffres des mariages binationaux avaient augmenté, certes, les délivrances des cartes de séjour vie privée familiale aussi, donc il fallait changer le CCEDA et le Code civil pour restreindre ces mariages et ces unions. Dans leur imaginaire, trop de personnes de nationalité française se marient ou se pacsent avec des étrangers. Voulant profiter d'elles, on parlait alors de mariage blanc et de mariage gris. Vous l'avez compris, c'est à ce moment-là où on a décidé de créer ces deux délits. Donc le premier, c'est quand deux personnes se marient avec l'intention de faire bénéficier la personne étrangère son papier du mariage et ainsi pouvoir avoir des papiers de séjour, donc un mariage par intérêt et pas un mariage amoureux. Et l'autre, le mariage gris, quand la personne étrangère est soupçonnée de vouloir tromper le français, mais dans l'imaginaire étatique, c'est plutôt une Française qu'il se marie par amour, et lui, non. Donc ces deux mariages, blanc et gris, sont devenus des délits paisibles de prison et quelques milliers d'euros d'amende. Donc pendant ces années-là, un dispositif de soupçon est dirigé contre les couples binationaux dont le contrôle devient l'un des outils principaux dans la sélection des immigrés à partir de l'opposition entre une immigration choisie et subie. En réalité, dans ce dispositif de contrôle, le soupçon joue un rôle décisif. Pardon. Ah, non, non. Ah, je sais pas. On intervient juste pour vous dire qu'il y a une occupation du bâtiment de l'âge pour la Palestine. Si vous voulez nous rejoindre après, c'est avec plaisir. Voilà, c'est tout. Et le bâtiment ES, du coup, c'est le bâtiment marron. Et donc là, on est en train de s'organiser pour distribuer des tracts, parler de la Palestine, organiser des ateliers. On aura une autre réunion normalement dans l'après-midi. Du coup, si vous voulez aussi en parler autour de vous, c'est avec plaisir. Et même si vous n'êtes pas initialement de HESS, on a des invités pour ça.
Je continue. Oui. Donc, pendant ces années-là, un dispositif de soupçon est créé et dirigé contre les couples binationaux, dont le contrôle devient l'un des outils principaux dans la sélection des immigrés à partir, donc, de l'opposition entre une immigration choisie et une immigration subie. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ce dispositif de soupçon. En faisant ma recherche pour ma thèse, mais aussi pour ma recherche postdoctorale, je me suis intéressée à ce que j'ai appelé le dispositif de soupçon du système migratoire en France. Ça a toujours existé, je ne découvre rien. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le sujet a changé avec le temps. Je m'explique. Dans les années 70, les sujets suspects, c'était... et qu'on soupçonnait de ne pas être des vrais migrants, c'était les travailleurs migrants et leurs familles. Après, plus tard, dans les années 80-90, c'était ce qu'on appelle les étrangers malades. Donc, par des raisons humanitaires, on soupçonnait alors des gens de venir profiter du système de santé française. Vers la fin des années 90, 2000, 2010, c'était les couples binationaux et d'être soupçonnés de ne pas s'aimer vraiment. Et après, on pourrait dire que ce sont les migrants économiques, mais aussi les exilés LGBT, soupçonnés de ne pas être des vrais gays, vraies lesbiennes, trans, etc. Donc le contrôle administratif des étrangers passe par une enquête sur la véracité, dans laquelle le soupçon joue un rôle central. Cependant, celui n'est pas le résultat de l'enquête. Il structure a priori le jugement des dossiers en préfecture, en consulat ou dans certains jugements des autorités judiciaires. Le soupçon alors, à l'égard des immigrés en général, mais particulièrement ici, sur les couples binationaux, s'appuie sur le présupposé lequel les étrangers seraient des fraudeurs, des tricheurs, voulant bénéficier d'un séjour irrégulier. Ce dispositif articule discours et pratique, législation et épreuves localisées dans l'espace spécifique à la mairie, en préfecture, au tribunal administratif et s'immisce même au sein du couple. Avec l'avènement de la catégorie de mariage gris, formulée en 2009, en plein débat sur l'identité nationale, le ministère de l'Immigration renforce le dispositif de soupçon déjà mis en place à l'égard des couples binationaux en pointant du doigt l'escroquerie sentimentale abus migratoires, dénoncée par une association de victimes de mariages binationaux. Des circulaires destinées au personnel de l'état civil, des consulats du ministère public, sont publiées en 2005 et en 2010, en plus des lois que je vous ai dit, afin d'aider à ceux-ci, donc aux personnes de l'administration, à effectuer une audition permettant de filtrer les mariages de complaisance et des mariages forcés. L'objectif politique de restreindre l'immigration du mariage et du Pacs implique un tri à l'intérieur des demandes légalement justifiées, tri qui suppose des critères supplémentaires, extra ou plutôt infralégaux. Ceux-ci, moins objectifs et officiels, se fondent sur des sentiments de soupçon et sur une pratique de méfiance à l'égard de certains immigrés. Ce soupçon devient possible parce que l'octroi du titre qui permet à l'étranger de rester en France, intitulé « Vie privée et familiale », et pour une régularisation, n'est pas fondé uniquement sur des éléments purement objectifs, donc être marié, vivre en cohabitation, etc., etc., mais aussi sur un jugement moral concernant la vie intime et affective de ces personnes. Implicitement, on attend qu'ils s'aiment vraiment. De fait, l'obligation faite à l'État d'apporter la preuve de l'escroquerie devient une injonction faite aux couples de prouver leur stabilité conjugale. La charge de la preuve repose de facto sur eux. Une des, par exemple, des choses que les personnes de l'administration devaient regarder au moment du dépôt du dossier, c'était s'il y avait des retards répétés et non justifiés pour produire des pièces du dossier de mariage, s'il y avait une indication d'une adresse erronée, fausse ou incertaine, ou s'il y avait une incompréhension manifeste à défaut de la langue commune maîtrisée par les futurs époux. Donc de plus, le soupçon commence dans les plus hauts cercles et se dissémine dans tout le corps étatique, et son personnel dont les agents ne sont que des rouages, tribunaux, gendarmerie, police aux frontières, mairie, etc. Donc toutes les relations liées à l'administration, une attente émotionnelle existe des deux côtés du guichet. Les émotions dans ce cadre doivent correspondre à une cartographie émotionnelle dans laquelle l'hétérogénéité de la population migrante est censée correspondre à la complexité émotionnelle exprimée par cette population. L'étranger n'est pas censé d'exprimer des sentiments très excessifs,
mais plutôt être raisonnable, juste comme il faut, approprié, modéré, et présenter une cohérence de l'expression émotionnelle. De son côté, l'agent n'a pas à montrer une empathie extrême envers le cas du migrant, ni de la culpabilité, ni de regret. C'est à ces traducteurs, donc guichets et guichetières, du dispositif de soupçon qui incombe quotidiennement la tâche de rappeler à l'ordre le couple considéré comme hors norme, soupçonné de ne pas être authentique. Et j'ai combien de temps ? 2 minutes. Et oui, donc un exemple, lorsque par exemple l'écart d'âge entre partenaires est très élevé, l'union peut être rapidement soupçonnée d'être fictive. Il y a en effet chez les couples que j'ai rencontrés un écart d'âge plus important que dans la moyenne des couples exclusivement français. Et c'est le cas souvent, par exemple, mais pas toujours, des couples gays binationaux. Ce sont des couples qui ne se retrouvent pas dans la norme conjugale, et à cela s'ajoute la situation irrégulière des conjoints. Ce sont des aspects qui rentrent en compte lorsque le couple passe au rayon X de cette administration des étrangers. Plus le couple est hors la norme hétéronormative, plus il devient suspect. Donc le soupçon et ses implications produisent de fait une sélection des dossiers, laissant de côté ce qui n'aurait pas des ressources économiques, sociales, morales, pour y faire face. Mais une autre conséquence tangible du dispositif de soupçon est qu'à force de questionner le véritable amour des individus, il finit par s'introduire dans leur vie privée, soit littéralement, lorsque la police réalise une enquête au domicile, soit par des questions et des documents demandés qui révèlent de l'intimité du couple, déballer sa vie économique en montrant des factures, émotionnelles en exposant des échanges de mails, ou simplement en étant obligé de répondre aux questions sur leur relation. Les intrusions de la vie privée ne se limitent pas à déranger le couple au moment du contact avec l'administration. La suspicion peut naître dans l'espace privé, secouant le couple jusqu'à dans ses décisions les plus intimes. Il y a le sentiment permanent chez les couples d'une présence d'un tiers à la maison. Cette présence peut aller jusqu'à déstabiliser le couple ou le pousser à la séparation. Et surtout lorsque leur rencontre est récente et qui se trouve très très vite dépassée par les problèmes administratifs. Autrement dit, la façon dont la vie quotidienne, le temps, le travail, les démarches, mais aussi les sentiments de ces couples est investi par le parcours administratif qu'ils sont conduits à entamer. Donc le dispositif de soupçon a un effet non seulement d'assujettissement des couples à un ensemble de contraintes et d'obstacles, mais aussi produit aussi de la subjectivation. Et je finis. Ce soupçon nous dit plusieurs choses, dont une que je trouve très intéressante. Les couples binationaux de même sexe et de sexes différents apparaissent comme une exception à la logique normale homogame de la conjugalité. Leurs caractéristiques sociales, donc rapport d'âge, de classe, de genre, de nationalité, pointent également que la dissymétrie au sein du couple sont plus accentuées et que les configurations nationales, sexuelles, économiques ou en termes d'âge y sont atypiques. Or, les couples binationaux semblent être les révélateurs de la norme, voire l'incarnation de la conjugalité traditionnelle. Ils sont obligés de cohabiter, d'ouvrir un compte joint et surtout de formaliser leur union par le mariage ou le PACS, sans pouvoir opter pour une union libre ou un couple non cohabitant. De plus, les différences d'âge en faveur du partenaire français révèlent des mécanismes sociaux à l'œuvre non seulement chez les couples binationaux, mais dans la façon dont notre société structure la formation des unions de même sexe et de sexes différents. Certes, ce n'est pas un hasard si les couples binationaux sont perçus comme étranges, car étrangers, ils ne le sont pas dans la norme. Mais ils ne sont pas tout à fait des exceptions. Au lieu de confirmer la règle, ils interrogent. Merci. À côté de tous ces travaux académiques, ça nous semblait important de faire intervenir un praticien du droit. Et on va écouter Maître Béra, qui travaille avec nous depuis de très nombreuses années en conseillant des demandeurs et demandeuses d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile, et qui va rester malheureusement dans cette ère du soupçon. Il va nous parler de la preuve impossible. Bonjour à tous. Pourquoi j'ai demandé ça à Aude? Puisqu'on avait effectivement, moi j'ai pas du tout la même approche académique des différents intervenants, et je les remercie puisque c'était très intéressant, passionnant, et j'ai vu qu'il y avait d'autres confrères
dans la salle qui, je suis sûr, ont noté des mots-clés qu'ils réutiliseront dans le cas de leur plaidoirie, de leur défense, puisque Dieu sait que c'est un exercice difficile de défendre des demandeurs d'asile et encore plus des demandeurs d'asile LGBT, QI+, puisque, comme ça vient d'être rappelé à 2 reprises, on est dans l'ère du soupçon permanent. Tout à l'heure, à l'instant, vous parlez des couples, qui était l'une des grandes parties du combat de l'Ardis, et vous le savez, il y a l'autre partie qui est bien entendu la demande d'asile, et ces 2 têtes essentielles au fonctionnement de l'Ardis, même si elles n'ont pas l'une est devenue minoritaire alors qu'elle était majoritaire à l'époque et inversement, baignent dans un soupçon permanent de l'administration et peut-être encore plus aujourd'hui. Quand Aude m'a convié, m'a demandé si je souhaitais participer, elle m'a suggéré le titre de l'intervention que j'ai oublié, mais qui est la demande d'asile, la preuve impossible, je pense. Et elle m'a dit, mais si tu veux, on la change, hein, on peut la modifier. Et j'ai dit, non, non, c'est tout à fait juste. Et je pense que le titre exact, c'est la demande d'asile LGBT, la preuve impossible. Et si j'ai tronqué le LGBT, QI+, c'est peut-être pas par hasard, parce que par définition, l'asile est une preuve impossible. Aucun demandeur d'asile arrive devant le FIS, arrive devant la CNDA avec une attestation de ses agresseurs qui viendrait leur dire qu'effectivement, ils sont menacés en cas de retour, même si certains en trouvent, hein, puisque ça c'est une autre magie des demandeurs d'asile, mais il faut avoir cette idée au départ, c'est que vous ne pouvez pas prouver que vous êtes persécuté. Et pourtant, quand je reçois à mon cabinet un demandeur d'asile, qui souvent a déjà été entendu à l'office, a déjà été rejeté, l'une des premières questions que je lui pose, c'est « Pouvez-vous me prouver que vous êtes homosexuel ?» On l'a rappelé tout à l'heure, hein, le cadre juridique, je vais le résumer à son essentiel, c'est de venir établir que l'on est originaire d'un pays où on a une société, pas nécessairement une législation, hein, la législation ne se suffit pas à elle-même pour considérer qu'on est originaire d'un pays homophobe, où on a une société qui est effectivement particulièrement homophobe, et après se pose la question, effectivement, de l'établissement de l'orientation sexuelle. Sur le caractère législatif, le caractère sociétal, c'est assez documenté, c'est quelque chose qui est assez connu, et donc c'est bien entendu sur l'autre partie, sur l'établissement de l'orientation sexuelle, que va se concentrer ce travail. Et quand on interroge donc, ces demandeurs d'asile, justement, prouvez-moi, pouvez-vous me prouver que vous êtes homosexuel ? La réponse est régulièrement la même, à 90% des cas, c'est oui, je peux le prouver. Et ça prend souvent 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour venir leur expliquer que c'est une preuve impossible. Et même au bout de ces 20 minutes, souvent, le demandeur d'asile continue à vous dire « Mais si, je peux le prouver ». Alors, comment le prouver ? Ça, c'est un autre débat. Je vais y venir après. Mais il faut savoir que si à la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, certaines formations de jugement, je dis bien certaines formations de jugement, pensent qu'on peut prouver l'homosexualité et que notamment, il y a une question que les militants et tous ceux qui accompagnent les demandeurs d'asile connaissent par cœur et posent également à leur suivi, c'est la notion de prise de conscience. La notion de prise de conscience, c'est une question, c'est faut-il la peser, faut-il ne pas la peser ? Pascal Brice, l'ancien directeur de l'OFPRA, disait qu'il ne fallait plus la peser. On la pose toujours. Personnellement, ça ne me dérange pas. Sauf que ça dépend comment elle est perçue par ceux qui posent la question et de savoir si peut-on donner une date à cette prise de conscience. Peut-on, devant une formation de jugement, venir dire effectivement, j'ai pris conscience à tel âge, à 12 ans, à 13 ans, et on a encore des formations de jugement qui continuent à demander une date précise, qui sont capables, alors que vous avez un flou artistique de la part du demandeur d'asile, et le président ou ses assesseurs, la présidente ou ses assesseurs, vont souvent le relancer en disant « Non, je veux une date précise ». Moi, ça me laisse à chaque fois sans voix, et pourtant,
ça fait désormais, Aude disait que ça fait longtemps que je pratiquais cette matière, donc depuis 2001, sachant que le premier statut date de 99. Voilà le chemin qui est parcouru. Ça fait des années qu'on leur dit que ce n'est pas possible, et on peut espérer qu'on a quand même des personnes assez ouvertes et intelligentes et qui réfléchissent. Et en plus, la société elle-même a évolué, hein, puisque 99, c'était le Pax, hein, ça nous a été rappelé tout à l'heure. On est aujourd'hui en 2024, et pourtant, on a encore cette problématique de preuve, de venir arriver avec des preuves tangibles, alors que c'est strictement impossible. Mais voilà, il faut avoir conscience qu'on en est là. Ça, c'est le postulat de départ sur cette preuve impossible. Il n'en demeure pas moins, on l'a dit, on l'a rappelé en préliminaire donc, de cette journée de travail, que on a un public de militants. Donc, vous avez sûrement tous rencontré des demandeurs d'asile, soit parce que vous appartenez à des structures qui accompagnent des demandeurs d'asile au quotidien, soit par ricochet, parce que du fait d'un logement, du fait d'une problématique de logement, et ainsi de suite. Et on se rend compte qu'on a, c'est ce que j'appelle les preuves objectives. Les preuves objectives, depuis 1999, elles ont toujours été là, elles ont toujours existé. Il y a une forme de triptyque, c'est l'attestation de l'association. Il faut une attestation d'association. Est-ce qu'il en faut une vraiment? C'est les photos désormais. Idéalement, pour ceux qui accompagnent les demandeurs d'asile, des photos illustrées, parce que si on jette dans le recours des photos sans date, sans éléments de contexte, sans une identification des personnes, cela ne sert strictement à rien. Et la troisième partie du triptyque, c'est les attestations qui vont, les attestations sont ce témoignage qui peuvent être des attestations de personnes sur le territoire national qui attestent avoir connu la personne, ou souvent le petit ami ou la petite amie, puisque c'est bien connu, si vous êtes demandeur d'asile, la première chose que vous faites, c'est de vous mettre en couple. Et là aussi, j'y reviendrai. Non mais ça vous fait sourire, mais c'est justement la triste réalité, parce que on a ce triptyque. Ce triptyque, il est attendu par la CNDA, il est attendu par l'OFPRA, même si on a moins d'éléments. Souvent à l'OFPRA, les attestations d'association arrivent un peu plus tardivement. Et ce triptyque, à une époque, il faisait foi. Ou même si vous n'en aviez que un ou deux des éléments, c'était quasi suffisant pour convaincre l'intime conviction de la formation de jugement que la personne était effectivement gay, effectivement lesbienne. Et ce triptyque, il est en train d'exploser. Et moi, je me souviens d'avoir échangé avec des formations de jugement, avec des assesseurs, un jour, je croise un assesseur en face du Conseil d'État qui me dit « Mais pour moi, à chaque fois qu'il y a une attestation de l'ARDIS, il n'y a pas de souci. » Et ça, c'était il y a longtemps. Enfin, c'était en tout cas il y a un certain temps, parce que le triptyque, il est vraiment en train d'exploser, alors qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus d'associations qui font cet accompagnement du demandeur d'asile. Il y a une forme de paradoxe à ce niveau-là. Ça a été rappelé tout à l'heure par, j'ai oublié votre prénom, de Lille, qui nous rappelait que le centre LGBT à Lille, si j'ai bien compris, s'occupe de demandeurs d'asile par ricochet, même s'il n'a pas de structure spécialisée comme l'ARDIS. On a plein d'autres associations désormais de manière nationale qui, je vais aller vite, qui s'en occupent. Et donc ce triptyque, il explose avec quelque chose qui est totalement paradoxal. En revanche, si vous ne les avez pas, c'est un aveu que vous n'êtes pas homosexuel. Donc, à la fois, ça ne sert plus à rien, mais il faut les avoir. L'autre point important, toujours dans cette preuve impossible, et ça c'est une critique que j'émets à chaque fois devant la CNDA, tout à l'heure j'en ai parlé de cette injonction au couple. Il y a quelque chose d'insupportable. Ça nous a été rappelé depuis tout à l'heure. On a un public qui est archi précarisé, qui est en absence d'autonomie, qui n'a pas d'argent, qui est totalement dépendant, et on leur dit « mais mettez-vous en couple ». Moi, ça me sidère. J'ai beau l'expliquer, alors qu'en plus, on est dans une société où plus personne n'est en couple. Ça a l'air très compliqué, hein, ainsi de suite. Et pourtant, à la CNDA, c'est quelque chose de récurrent, et j'ai beau leur expliquer que pour moi, c'est strictement impossible d'être en couple si on est demandeur d'asile. Donc on est toujours sur cette preuve impossible. Ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, quand ils sont en couple, qu'est-ce qui se passe s'ils sont suivis, son avocat, souvent on va leur dire « mais
est-ce que vous pouvez avoir une attestation de celui-ci? Alors, si le couple existe, moi, je reste optimiste, hein, je crois en l'amour, ça va. Encore faut-il que le demandeur sache aussi se saisir de cette relation. Se saisir de cette relation et de savoir parler de celle-ci. Parce que le paradoxe de l'attestation du petit ami, ou de la petite amie, c'est souvent les photos intimes. Les photos intimes, c'est la ligne rouge que la CNDA, l'OFPRA n'a pas le droit de dépasser. Et hier, j'avais Aude au téléphone, et ça c'est important de le rappeler, on constate très peu de franchissement de la ligne rouge de la part donc, des formations de jugement aujourd'hui. Il y a tout un travail qui a été fait. Mais sur le petit ami, la petite amie, on se rend compte que souvent, la personne n'est pas en mesure de parler donc, de celui-ci. Je suis perdu dans mon raisonnement, mais ça va revenir. Mais voilà, il y a une injonction au couple qui est surprenante, et il y a aussi une injonction à l'utilisation des applications de rencontre. Il y a un assesseur à la CNDA, qui est un assesseur plutôt sympathique, qui est convaincu que tous les demandeurs d'asile sont sur Grindr. Mais là aussi, c'est la première possible, parce que c'est un mode de fonctionnement qui est quand même un mode de fonctionnement très occidentalisé. C'est peut-être aussi un mode de fonctionnement d'une personne qui n'est pas allée voir comment ça se passait sur les applications de rencontre, qui ne sont pas nécessairement le lieu où une personne qui vient d'un pays, premièrement où ça se pratique moins, va être la mieux accueillie. Et pour ceux qui ont ce cheminement un peu plus poussé, on se rend compte que quand elles osent demander à des anciens rendez-vous ou des anciennes rencontres qui n'ont pas nécessairement duré et abouti jusqu'au couple, des attestations de la part de ces anciens amants, bien souvent, elles vont se faire bloquer sur ces applications, ainsi de suite. Donc voilà, on est en permanence dans cette preuve impossible. Et moi, ce qui m'inquiète le plus par rapport à toutes ces preuves, ce qu'on appelle en droit, c'est le faisceau d'indices, c'est qu'en réalité, on est petit à petit en train de revenir sur des jurisprudences antérieures de la part de la CNDA, de la part de l'OFPRA, en disant « mais c'est bien les preuves, c'est bien, vous nous avez convaincus, votre propos était très bien, nous sommes convaincus de votre orientation sexuelle, mais finalement, est-ce que la solution n'a pas changé depuis 1999 ? On est en 2024, est-ce qu'à Abidjan, est-ce que dans les grandes villes, vous ne pouvez pas enfin vivre, alors discrètement bien entendu, mais enfin vivre un peu mieux votre homosexualité et tout ira bien. Et ça, c'est quelque chose qui a été initié il y a 2-3 ans avec certains pays de l'Est, notamment Kosovo, le Kosovo et l'Albanie, où il y a des démarches de fierté qui s'organisent. Et cette jurisprudence un peu insidieuse, et j'en avais parlé avec le président qui avait pris... je lui avais dit qu'il avait ouvert la boîte de Pandore. Désormais, elle contamine d'autres pays qui pourtant sont des pays dont l'homophobie est à la fois étatique et sociétale. Et c'est aussi pour ça qu'on est dans cette preuve impossible permanente, c'est que même si vous avez réussi à prouver, désormais, les approches jurisprudentielles nous interrogent. Et c'est d'autant plus problématique que quand on a des mauvaises décisions, et il y en a une qui me vient en tête, c'est un homosexualité établie, originaire du Mali. L'homophobie de la société malienne est elle aussi parfaitement établie, et en plus le Mali est actuellement en période de guerre. Et pourtant, la CNDA, sans aucune difficulté, est venue dire que la personne n'avait pas de crainte en cas de retour dans son pays d'origine. Donc on a vraiment un effritement des jurisprudences par rapport à cette problématique de la preuve, où même prouver, c'est devenu insuffisant. Donc on n'est même plus dans l'intime conviction du juge, on est dans l'intime rejet, dans l'ultime rejet à toujours rechercher toujours plus, et ça va au-delà des jurisprudences d'ailleurs du Conseil d'État, et au-delà des jurisprudences de la CEDH. Quel avenir à tout ça ? Je sais ce que je veux dire. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a une vraie régression avec une juridiction suprême qui est le Conseil d'État qui refuse de statuer à nouveau sur la problématique LGBT, peut-être remettre les compteurs à zéro et redonner un cadre légal strict, puisque ce cadre légal, je le maintiens, il est en train de se faire manger de l'intérieur.
Et moi, j'ai une autre question que j'ai plaidée il y a peu de temps. Je me demande si la Cour et l'OFPRA n'est pas en train de détricoter le LGBTQI+. Ce qui n'est pas totalement stupide. Hein. Tout à l'heure, on a parlé d'homosexualité masculine, d'homosexualité féminine. Il y a la question trans également. Jusqu'à présent, on mettait tout le monde dans le même panier. On s'est battu aussi pour ça, d'ailleurs. Et aujourd'hui, je m'interroge vraiment si la CNDA n'est pas en train de se poser ces questions. On en voit les prémices dans des jurisprudences où à la fois on protège, puisqu'on accorde la protection subsidiaire, alors que juridiquement, la personne relèverait de la protection conventionnelle. Et donc, finalement, on piège les gens, puisqu'on va leur dire « Oh, c'est pas bien grave, à titre personnel, vous avez obtenu ce que vous voulez, puisque vous avez obtenu des papiers. » Sauf que l'asile, c'est autre chose. Et d'une manière collective, c'est pas bien grave, puisque c'est pas vous n'êtes pas là pour représenter une communauté. Mais voilà, je pense qu'on est vraiment en train de détricoter tout cela et que ça va poser un vrai problème à l'avenir, et d'autant plus que l'avenir, c'est bien entendu la nouvelle loi Darmanin, nouvelle loi dite asile, immigration, avec la territorialisation et le développement du juge unique. Est-ce qu'on en parle à ce moment-là? Si je veux. Mais non, mais c'est Aude qui m'a soufflé ça. Non, mais tout à l'heure, vous pourrez poser des questions à ce sujet-là, puisque c'est aussi essentiel. On a aujourd'hui, praticiens de l'asile, une forme d'impossibilité à se projeter sur l'avenir. Alors, on sait à peu près ce qui va se passer. Hein. Je ne sais pas si vous le savez tous, mais aujourd'hui, la Cour nationale du droit d'asile n'existe qu'à Montreuil. À partir de septembre 2024, celle-ci devrait être territorialisée à Toulouse, Nancy, Bordeaux et Lyon, avec 2 chambres à Lyon, et en septembre 2025 à Nantes et à Marseille. La Cour nationale du droit d'asile est en train donc, de procéder à des recrutements, parce qu'il faudra que ça fonctionne. Il n'y a pas de locaux de Cour nationale du droit d'asile pour le moment à l'extérieur, hein, donc ça va être dans les locaux de la Cour administrative d'appel, qui n'est pas du tout une juridiction qui est adaptée et qui a même l'habitude de recevoir ce type de public. Hein. La Cour administrative d'appel, c'est quelque chose de très formel. En principe, devant les cours administratives d'appel, on s'en rapporte à ces écritures, on ne plaide pas vraiment, et les audiences sont assez rapides. Là, avoir de 9h à 19h un public de demandeurs d'asile, ça va faire bouger dans les cours administratifs d'appel, mais tant mieux. En réalité, moi, mon problème, il n'est pas là, il n'est pas sur la territorialisation, il est sur 2 choses. L'un, c'est sur le recours au juge unique, puisque là aussi, c'est surtout le point très très sombre de la demande d'asile. Pourquoi ? De toute façon, le juge unique, c'est valable pour tout. Hein. Dès que vous êtes confronté à un seul juge, c'est une vraie problématique, parce que face à un juge unique, il faut convaincre la personne. Alors que face à une audience collégiale, il suffit de faire naître le doute dans l'un des 3, et après, ils échangeront entre eux, et du collectif naîtra sûrement une décision éclairée, on peut le penser. Par ailleurs, il faut convaincre, faire peser sur un seul homme, sur une seule femme, une décision aussi importante qu'accorder une protection, parce que c'est des décisions très, très, très importantes. Ça peut être un peu lourd, alors que le collectif permet de répartir cette charge de responsabilité. Et donc, les demandeurs vont être confrontés de plus en plus à ce juge unique, qui est l'autre aspect de la réforme. Et enfin, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la problématique de l'hébergement des demandeurs d'asile, en réalité, chaque cour administrative d'appel a ce qu'on appelle un ressort géographique. Donc, si vous êtes dans ce ressort géographique, vous dépendrez, en principe, de cette cour administrative, de la CNDA territorialement compétente. Mais à quel moment êtes-vous dans ce cercle? À quel moment êtes-vous dans ce ressort géographique? Est-ce que ce sera l'adresse que vous mettrez dans votre dossier OFPRA? Est-ce que ce sera l'adresse que vous mettrez au moment de votre cours? Est-ce que ce sera l'adresse de votre domiciliation, qui n'a souvent rien à voir avec l'adresse
où vous dormez, effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on ne le sait pas, et je pense que d'ailleurs la Cour nationale du droit d'asile ne le sait pas. Et c'est vrai que tout à l'heure, on disait, j'entendais que les politiques migratoires étaient intimement liées aux politiques d'hébergement. Et ben, on le retrouve à nouveau avec cet exemple, c'est que on va finalement se contenter d'une simple adresse pour dire à la personne, ben, désormais, vous dépendez de telle zone géographique, sachant que pour complexiser tout ça, bien entendu, il y aura des nationalités qui, elles, continueront de dépendre de Montreuil, et des nationalités, du fait de la langue, dépendront également donc, de Montreuil. Donc voilà, aujourd'hui, l'évolution territoriale, l'évolution juridique de la CNDA ne peut que nous inquiéter encore plus sur la précarité dans laquelle on va maintenir tous ces demandeurs d'asile. Merci beaucoup à tous les deux. On va prendre quelques questions dans la salle s'il y en a. Merci pour vos deux présentations. Édouard, vous parliez de la complexité, justement de la preuve impossible pour l'homosexualité, oui, qui est, je pense, une évidence. Mais en même temps, est-ce qu'il y a une problématique propre aux personnes bisexuelles qui vivent dans une ambiguïté que l'hétéronormativité a un peu de mal à accepter, où c'est très binaire, quoi, homosexuel, hétéro, c'est facile à arranger. Et les personnes bi vivent dans cet entre-deux où on peut leur retourner la presque futilité ou coquetterie de ne pas vouloir vivre en tant que hétéro dans leur pays d'origine. Pourquoi faire le choix d'immigrer en tant que bi plutôt que ne pas vivre leur hétérosexualité, leur bisexualité en tant qu'hétéro dans le pays d'origine, ce qui serait entre guillemets plus facile du point de vue de l'administration. Et comment ça se défend en fait? La bisexualité n'existe pas. Pour la CNDA, c'est plus simple. C'est un sujet qui est très, très compliqué, puisque, effectivement, il y a peu de dossiers d'ailleurs. La CNDA ne sait pas l'appréhender, je pense. Et on a aussi beaucoup de demandeurs d'asile qui, quand ils vont être interrogés à l'OFPRA ou à la CNDA en disant « mais comment vous identifierez-vous » vont s'identifier comme étant bisexuels alors qu'ils ou elles sont homosexuels, mais comme dans le passé, ils ou elles ont eu 1, 2 ou 3 expériences, on va dire hétérosexuelles, vont se dire, non, comme ça m'est arrivé il y a quelques années, je vais m'identifier comme étant bisexuel parce qu'il y a ce besoin de détermination permanent, de cocher une case qui est due à la procédure. Par rapport à l'autodétermination aussi, il faut aussi rappeler que ce qui compte, c'est la manière dont la société, dont le pays dont on est originaire, vous perçoit. Peu importe qu'on soit homosexuel, qu'on soit gay, lesbienne, bisexuel, si on est perçu tel quel, c'est suffisant, en principe, en théorie, pour être protégé. Et effectivement, le raisonnement de venir dire, bon, finalement, renoncer à coucher avec des garçons ou coucher avec des filles si vous êtes bisexuel et tout ira bien, je l'ai déjà entendu en audience. Comment ça se défend? Une défense, c'est aussi de savoir comment Il y a deux choses. Il va y avoir tout le travail de préparation, justement de venir identifier si la personne est effectivement bisexuelle ou non. Peut-être aussi un partage de vocabulaire, parce que indiquer à la personne ce que la Cour risque d'attendre, puisque ça, nous le savons en tant qu'avocat. Et je pense que c'est vraiment un travail en amont de l'audience qui est essentiel, et c'est valable d'ailleurs pour tous les motifs de demande d'asile. À l'audience, c'est désormais à 80% les déclarations du requérant, alors d'autant plus sur les demandes d'asile LGBTQI+, qui font la différence. Mais oui, ça va être de lui donner des mots peut-être plus occidentalisés sur
sur la notion de bisexualité. Mais c'est vrai que ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure, avec des remarques de plus en plus déplacées où on vient expliquer à la personne en disant « Oh, finalement, soyez discret, puis tout ira bien, c'est pas bien grave, continuez à sortir le soir, puisqu'on le sait très bien qu'il y a plein de villes où il y a une vie gay qui existe la nuit, et puis le jour, quand vous êtes au grand jour, vous faites semblant, puis tout, ça ira bien. » Mais voilà, il y a un vrai il n'y a pas de débat, parce que justement, la Cour refuse de se poser le débat sur la bisexualité. Pas seulement la Cour, hein, je pense que... Non, non. Elle disait pas seulement la Cour, mais c'est aussi pour ça que j'ai commencé en disant la bisexualité n'existe pas, ou existe très très peu. Oui, merci. Christophe Martel, donc là j'interviens plus en tant que bénévole du pôle couple de l'Ardis par rapport à ma casquette de Paris sans sida. En fait, c'est juste pour une précision par rapport à ce que nous a présenté Manuela, notamment par rapport au fait qu'à l'époque de votre étude, n'existait que la possibilité du PACS pour les couples binationaux. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a et le PACS et le mariage, mais juste pour préciser, demander maintenant la régularisation vie privée familiale pour le PACS, ça devient de plus en plus difficile. Il faut savoir, par exemple, à Paris, concrètement, Paris demande 5 ans de preuve de vie commune, 5 ans ou 5 ans de séjour en France. Enfin, en tout cas, c'est très très long et on voit bien que c'est très très difficile. Donc voilà, je voulais quand même dire ça parce que c'est vrai qu'à une certaine époque, c'était relativement facile pour les couples binationaux d'obtenir une carte de séjour vie privée familiale au titre du PACS. Et c'est vrai que c'est pas facile non plus, forcément, de prendre la décision de se marier. Hein, c'est pas tout à fait les mêmes engagements. Voilà. Et le point aussi, c'est que parfois, il s'agit de couples binationaux formés d'un réfugié statutaire ou d'une réfugiée statutaire et d'une personne, elle aussi, soit en demande d'asile, soit sans papier, qui demande à régulariser sa situation. Ce que je veux dire, voilà, c'est que bien sûr, la loi Asile et Migration va énormément fragiliser le parcours des demandeurs et demandeuses d'asile, mais aussi des couples sans doute binationaux, et que c'est déjà le cas, notamment à Paris. Voilà. Mais c'était une des questions qu'on se posait en 2013, au moment du mariage pour tous, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer avec les personnes qui ne veulent pas se marier, mais seulement rester pacsées, puisque le PACS, normalement, n'a pas besoin d'une entrée régulière pour la régularisation. Donc c'était aussi un outil qui était intéressant de mobiliser au lieu de se marier, comme vous avez dit, c'est aussi quelque chose de plus commitment, de compromis. Mais aussi, ce qu'il y a aussi, à mon avis, il me semble, derrière tout ça, c'est-à-dire on vous a donné aussi le mariage pour tous, donc mariez-vous. On va prendre une dernière question, car le temps presse. Voilà, je suis désolée. Et juste un mot pour dire que la pratique de la préfecture de police de Paris qui exige 5 ans de présence sur le territoire a été condamnée par une décision du défenseur des droits, qui est dans la salle. Et donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on hésite à rappeler cette décision. Merci. Oui, bonjour. J'avais en fait 2 rebonds à faire à nos 2 intervenants. Alors peut-être en tant qu'ancien membre de l'Ardis dans les années 90, 2000, au moment où la question des couples était prédominante, ça m'a effectivement rappelé certains passés. J'ai beaucoup aimé toutes les présentations effectivement sur la suspicion par rapport au dossier. Je voudrais juste qu'on ne fasse pas forcément de la date de 2003 vraiment le début des difficultés. Certes, c'est Sarkozy, certes, c'est un discours politique ambiant, mais de 99 à 2002, sous le gouvernement Jospin, certes, il y a eu l'ouverture du PACS, mais la circulaire Chevènement, c'était 3 ans de vie commune par le PACS, alors qu'il n'y avait pas le mariage. Et il fallait faire des dossiers hauts comme ça, de dossiers, de factures, y compris quand les personnes étaient irrégulières, mais il fallait quand même avoir des preuves de factures. EDF, France Télécom étant privatisé, c'était même plus une preuve de domiciliation. Enfin, il y a les pratiques de l'administration du soupçon existait. Il n'y a pas une date de départ en 2003 parce qu'il y avait un discours ambiant. Ça, c'était peut-être un rebond sur le passé. Peut-être sur la question d'asile, plus tournée sur les difficultés à l'avenir. Je suis assez interpellé quand même
sur la question de la jurisprudence pays par pays qui va commencer à identifier des capitales ou des grandes villes où soi-disant ce serait safe ou secure pour les questions LGBT. Parce que certes, il y a le problème et tous les dangers de la loi Darmanin en application, mais il y a aussi le pacte asile européen qui impose désormais en règlement et non plus en directive d'appliquer l'asile interne, c'est-à-dire l'asile interne qui, soi-disant, ne s'applique pas trop dans la jurisprudence française alors que d'autres pays européens le font. Et donc, si on croise l'idée qu'on va commencer à identifier des villes safe pour les LGBT avec l'asile interne, ça peut quand même poser aussi des difficultés encore accrues en termes justement de droit d'asile pour les personnes LGBT.